Azul Fillaoun, bonjour. Regardez cette montre. C'est une montre ordinaire, mais exceptionnelle en fait. Vous voudriez me l'échanger contre la Rolex la plus chère au monde, que je refuserai, sans une seconde d'hésitation. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, commençons par le plus simple, parce qu'il y a deux raisons. D'abord, je l'aime bien cette montre, parce qu'elle est un courageux petit objet. Que dis-je, un objet? Non, plutôt une amie, tenace, fidèle, toujours à l'heure. Elle est là, à trotter inlassablement, courageusement, jour et nuit, depuis plus de 35 ans, à égrener des milliards de secondes sans jamais feignasser. Elle ne sait pas ce que se reposer veut dire. C'est une bonne montre. La nuit, avant de dormir, je la quitte avec regret presque. Et des potrons minés, le matin, dès que j'ouvre les yeux, je me hâte de la remettre à mon poignet. Et elle, comme si elle était tout aussi contente que moi de nos retrouvailles, elle s'emballe et me fait un petit sprint de trotteuse avant de ralentir et de retrouver sa régularité de montre sérieuse. Mais l'autre raison, celle qui compte vraiment, et qui fait que cette montre est irremplaçable pour moi, qu'aucune autre montre au monde ne pourrait l'égaler, et que je l'ai héritée de mon père, Rabbi Rahmou. C'est mon frère cadet qui la lui avait offerte il y a environ 35 années, et à la mort de mon père, Rabbi Rahmou, ma mère me l'a donnée. Grâce à elle, grâce à cette montre, mon père est continuellement dans mes pensées. À chaque contact de cette montre avec ma peau, à chaque fois que je la consulte, un souvenir de mon père me revient. Parmi les innombrables moments de vie et de bonheur qu'il nous a donnés, il y en a tant. Et à chaque fois, je m'en rappelle. Cette montre me tient connecté à celui qui m'a transmis la vie, mais en même temps que me transmettre la vie, il m'a transmis le long, l'immémorial héritage de mes ancêtres. Et j'ai découvert, grâce à cet objet attachant, que je suis une banque de gènes, que je suis un chaînon d'une longue, très longue chaîne de vie. En fait, avec tout son mérite, cette montre n'a servi que de déclencheur. Un peu comme un interrupteur sur lequel on appuie et qui fait jaillir la lumière. Ce bouton n'a fait que rétablir une ligne d'énergie, une vibration qui vient du fond des âges. Il en est ainsi de cette chère montre qui m'a reconnecté avec la mémoire de mon cher père. Grâce à elle, comme un enfant émerveillé qui apprend la vie à chaque instant, à chaque pas, j'ai découvert d'où me venait cet amour sublime, intarissable, passionné et inextinguible que je porte à mon pays, à la terre-mère, Thamur Sennar. Cette montre m'a fait découvrir que je suis la somme mémorielle de tous ceux et de toutes celles qui m'ont précédé, du côté de mon père comme celui de ma mère. Je porte dans mes gènes, comme dans un disque dur d'ordinateur, toutes les secondes de vie de mes innombrables aïeux, leurs joies, leurs peines, leur haine, leurs sentiments, tous les sentiments qui les ont animés, bons ou mauvais. Je suis eux, jusque dans mes tréfonds. Et après moi, la chaîne s'est déjà enrichie de nouveaux et jeunes maillons, mes enfants et mes petits-enfants. J'ai des petits-enfants qui vivent en France et au Canada et en Algérie. J'ai tout fait et j'ai réussi à convaincre mes enfants de leur parler dans leur langue vernaculaire, notre belle Derja, parce que je sais que la langue est le fondement le plus solide de l'identité matricielle. Mais pas seulement. Je fais tout
pour transmettre à mes enfants et aux enfants de mes enfants l'amour de la terre-mère. Toute ma famille qui vit à l'étranger s'est imprégnée de l'idée fixe, presque obsessionnelle, que nous vivons dans l'exil, que nous ne sommes pas chez nous, que tous nos rêves doivent tendre à revenir à la terre-mère, celle où ont vécu nos aïeux, où ils reposent, où nous aussi, tous, nous reposerons un jour. Mais cette conviction, cet amour que je porte à notre malheureux pays, cet élan du cœur qui me transporte chaque jour dans le souvenir des jours passés, plutôt que de faire mon bonheur, m'emplissent d'angoisse et de peur. J'ai peur que mon pays ne vole en éclats, qu'il ne s'effondre sur lui-même, que des vents mauvais soulèvent des tempêtes en son sein. Notre pays a été effroyablement perverti. La canaille qui en a pris le contrôle et qui l'a saccagé, à un point il faudrait un siècle de reconstruction pour le remettre debout, parce que c'est l'homme qui a été dévasté, vidé de ses valeurs les plus belles, réduit à l'état de tube digestif. Cette canaille-là, ces gens qui ont mis leurs propres enfants à l'abri, loin du pays, n'a rien laissé debout. Notre pays est comme un autobus qui transporte toute la famille, qui est lancé à toute vitesse et qui n'a plus de frein. Et pendant ce temps, les gens qui sont dedans, y compris ceux qui savent que le bus ne peut finir que contre un mur ou dans un ravin, continuent de papoter gentiment, à discuter de petites affaires, à faire des projets. Nous sommes exactement dans cette situation. Notre pays risque tout simplement d'exploser, de mourir, de ne plus être qu'un mot dans les livres d'histoire. Et les gens, y compris ceux qui ne peuvent pas ne pas savoir que cette situation ne peut que mal finir, font comme si de rien n'était. Ils sont des universitaires, des gens bien informés, au fait de la véritable situation du pays. Mais ils ne se sentent pas concernés. Pourtant, eux ne font pas partie des élites du régime qui ont préparé leur fuite à l'étranger, où leurs familles ne manqueront de rien. Eux, ils se rendent dans la tourmente au moment où le pays sortira de son anesthésie pour être plongé dans l'horreur. Voilà où nous en sommes. La situation de notre pays est devenue la somme de toutes les catastrophes. Rien ne marche. La saleté est omniprésente, la misère touche des millions de gens, pendant que des millions d'autres dilapident en vains étalages les richesses des générations futures. Les routes sont défoncées, les écoles et les universités sont parmi les plus mal classées au monde. L'homme a été vidé de ses plus belles valeurs, celles qu'il a héritées de ses ancêtres, qui sont pourtant encore dans la mémoire de ses gènes. Les partis politiques sont devenus des épiceries politiques, où chacun monnaie sa contribution dans le vaste plan d'anesthésie des populations. L'intelligentsia s'est dissoute dans la veulerie générale. Les rares qui résistent encore à la médiocratisation triomphante n'ont plus qu'un but, quitter au plus vite ce pays et tenter de mettre leurs enfants à l'abri avant que la dalle ne s'effondre sur le pays. La situation est grave, presque désespérée, au point où le régime ne met plus de gants pour nous faire avaler ses mensonges et nous faire accepter ses turpitudes comme autant d'exploits. Mais nos compatriotes, un grand nombre parmi eux du moins, n'ont plus d'amour pour le legs ancestral. Ils ne sont plus connectés à leur terre-mère. Ils n'ont plus rien à faire, ils n'en ont plus rien à faire. Ils rient des gens comme moi, comme vous, qui tiennent de toute la force de leur mémoire le fil qui les relie à l'héritage immémorial. Pour eux, nous sommes des gens périmés, des rêveurs impénitents, des pleurnicheurs, des chauvins mièvres, en ces temps de Qfaza échevelé. Pour tous ceux qui ne savent plus se baisser sur la terre, pour l'honorer et la fertiliser, pour tous ceux qui pensent que le civisme et la courtoisie
sont des valeurs démodées en ces heures de bugarisme beuglant, de fraude systémique, de malhonnêteté endémique, de religiosité frelatée, de nationalisme falsifié. Pour tous ceux qui ont adopté les contre-valeurs du système, nous leur disons, c'est vous qui êtes à blâmer, c'est vous qui sabordez la barque dans laquelle votre famille est embarquée, c'est vous, votre passivité, votre indifférence, voire votre complicité qui avez permis que de tels canailles prennent le contrôle de votre pays. Sellel et Bouteflika sont l'exact reflet de vous-même. Les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent et le destin qu'ils ont tissé de leur propre volonté. Kama kuntum yuwalla alaykum. Car seuls ceux qui restent attachés à l'héritage inestimable qui leur a été légué, qui en prennent soin, pour à leur tour le léguer à leurs descendants, seront à l'abri du mauvais sort. La patrie est une grande famille où chaque membre prend soin des autres. Aucune nation n'est à l'abri, ni aucun groupe humain, si ceux qui les composent désapprennent les valeurs qui les ont fondées. L'Algérie est en danger de mort imminente. Que nul, demain, ne dise qu'il ne savait pas. Avec nous aujourd'hui pour dire ce qu'il pense de cette hallucinante situation. Larbi Zouaïmiya, analyste politique, Zine Bazouz, universitaire, Sofiane Benajila, ingénieur, agronome, et Gilani Gassari, ex-directeur général de société, et Manel, infirmière. Larbi Zouaïmiya, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum, Mazoufillaouen. Je salue tous vos téléspectateurs de Magharibiya. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, c'est Larbi. Je crois que je n'ai pas à vous poser de questions. Vous pouvez vous exprimer. C'est tellement vague un peu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a beaucoup de marchandises là-dessus. L'Algérie, L'Algérie est à l'image actuellement, elle donne l'image d'un pays complètement, c'est-à-dire à côté de la plaque, c'est-à-dire jeté au-delà de la route presque du développement. La situation, moi ce qui m'intéresse dans cette situation, c'est le volet économique et social qui pourrait être déclencheur d'une grave crise multiforme dont nul ne pourrait sortir indemne. Vous étiez en train de parler de la classe intellectuelle algérienne ou certains universitaires ou généralement les gens, les éléments qui forment l'opinion, ou ce qu'on appelle l'élite. Vous avez l'image de l'inner circle, ce qu'on appelle le cercle intérieur de la présidence de la République, qui est composé là où, au lieu de négocier comme on négocie aux États-Unis, ce qu'on appelle le débat entre le capital et l'État, ou en Grande-Bretagne, Chatham House, où on débatte des questions économiques avec l'État au moment où la société aussi débatte avec la reine. Vous avez en France le débat continu entre leurs corporations d'industriels et l'État, mais vous avez en Algérie, dans les espaces interstellaires, un débat entre la corruption et l'État. C'est ça la situation. Il y a une frange d'intellectuels qui jouent, c'est-à-dire à mauvais escient, une classe intellectuelle aussi qui, personnellement, j'arrive pas à comprendre exactement la situation dans laquelle elle est arrivée. Elle est happée par le tourbillon d'une complicité, d'une traîtrise qui doit, en principe, elle, qui est censée apporter la réponse alternative à un pouvoir de voyous, une voyoucratie, une mafiocratie, une siestocratie. Voilà je n'ai pas un autre diagnostic
à, à ajouter au risque de contribuer à augmenter certaines convulsions dans la société. Nous avons un problème en Algérie et un problème gravissime. Restez Gravissime. avec nous, Allô? l'Arabie Zouémia, restez avec nous. Zinb Azouz. Zinb, merci de nous avoir rejoints. Si, je suis là, Assalamu alaikum. Salam wa rahma Zinb, merci d'être Alors, avec nous. Alors, Zinb, à votre avis, cette situation, elle peut durer éternellement comme ça est-ce qu'un pays peut éternellement vivre dans une telle situation absolument ubuesque? malheureusement, l'histoire nous montre que les processus de déchéance peuvent durer. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, un événement miracle ou un météore va changer la situation. Bien sûr, tout est possible, mais les processus qui font qu'une société change et change de manière radicale, comme on l'espère, parce qu'il ne peut y avoir qu'un changement radical pour que ça avance. Ce genre de processus prend du temps. Malheureusement, ne rêvons pas. Nous ne pouvons que faire. Nous ne pouvons que creuser comme creuse une goutte d'eau face à un rocher. Nous ne sommes pas là pour gagner des batailles. Nous sommes là avant tout pour mener des batailles. C'est le propre de l'homme sur terre. La victoire. Personne ne sait comment elle vient ni quand elle viendra. Pour revenir à la problématique de cette émission, j'aimerais rebondir sur cette citation et ce concept qui effectivement renvoie les peuples comme aux gouvernants qu'ils ont. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais si jamais, que voulez-vous que des Algériens en 62 puissent faire? Qu'auraient-ils pu faire? En 62, les Algériens sont sortis dire que c'est une baraquette. Avaient-ils les moyens d'affronter un nouveau colonialisme? Parce que c'était le cas. Avaient-ils les moyens d'envahir un nouveau Sidi Franche venu par les frontières terrestres? C'est un peu ça qui est désolant. Autant il est vrai que nous restons responsables de ce que nous vivons, de ce que nous sommes devenus surtout. Parce que ce que nous subissons, tant que nous en sommes conscients, ne nous atteindra pas. Par contre, si nous sommes devenus dans notre conscience, c'est très grave. Pire que porter des chaînes, c'est de ne pas s'en rendre compte. Nous fêtons, il fête aujourd'hui la rentrée des classes et mon Dieu, quel dégât. Restez avec nous, Zinb. On va continuer à faire le tour d'horizon. Sofiane Benagila, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Sofiane Benagila. Bonjour avec vous. Bonjour Sofiane, merci d'être avec nous. Alors, votre propre constat de cette situation, est-ce que ça peut durer éternellement comme ça? Non, ça ne peut pas durer parce que tout simplement, on va être rappelé à l'ordre par les données économiques. On ne peut pas. Il y a des données économiques qui nous restreignent de plus en plus le terrain. Il y a la chute de production de carburant, il y a l'augmentation de la consommation interne, il y a de plus en plus de données économiques qui vont effectivement affecter le système. Mais bon, combien de temps on va vivre comme ça? C'est quoi le sursis qu'on a? Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que les Algériens, pour peu qu'ils soient un peu conscients, ont tous le canon, un canon qui est orienté sur la tempe. Et ils attendent le moment où ça tire, quoi. On sait tous qu'on va vers le suicide collectif. Ça, c'est... Le problème, c'est que le régime, pour maintenir le statu quo, cette fuite en avant, ce suicide annoncé, et il est en train de leur dire, soit vous acceptez comme ça d'être assisté, anesthésié, la paix sociale, le bazar, soit c'est la Syrie et la Libye. Uniquement des fonds, quoi, des détournements de fonds. Et ça, son problème. Le problème, c'est pas... Bon, pour maintenir
statu quo pour tenir la paix sociale, il y a ce qu'ils injectent comme argent et ce qui est injecté en matière d'ordre. Parce que actuellement, tout ce qui est comme l'appareil policier qui est en train de se mettre en place donne une idée. Et en plus, il y a des promos qui viennent de sortir et tout. Vraiment, c'est l'État policier de par sa définition. On n'a qu'à voir la loi qui est sortie, qui est passée sous silence, la nouvelle loi du 12 juin 2014, qui interdit la critique des institutions, qui fait la chasse aux Facebookers, etc. Donc, il y a un problème avec le téléphone. Nous revenons vers vous, Sofiane Benagila. Jilani Gassari, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Alain Jilani. Alors, votre avis, vous qui vivez à Tébessa, l'une des villes qui est frappée de plein fouet, contrairement à certaines villes du Nord qui sont un peu une vitrine, par une grande misère, en même temps que c'est une ville où il y a de très très gros trabendistes, des gens qui brassent des milliards de dollars. Parlez-nous un peu de cette situation. La situation. Bonjour à vos auditeurs et vos invités. Si j'ai mal compris, la ville de Tébessa. Il y a un problème de téléphone. Hein. La ville de Tébessa est frontalière avec la wilayat, avec la Tunisie sœur. Oui. Alors ce qui fait, c'est une ville frontalière, automatiquement il y a de la contrebande. Et ce qui dit contrebande, il dit les nouveaux riches, les faux riches plutôt. Oui. Moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas les nouveaux riches. Il y a un problème de téléphone, il ne faut pas vous déplacer, je crois, parce que là, on vous perd à chaque fois. Non, je suis sur le fixe. Voilà. D'accord. Je suis sur le fixe. D'accord, mais on vous retrouve là, c'est bon. Moi, ce qui m'étonne dans cette situation, la situation actuelle du pays, oui, c'est le peuple qui pleure dans le silence. C'est le peuple qui se révolte dans le silence. C'est le peuple qui revendique dans le silence. Un peuple qui n'arrête pas de dire non dans le silence. Un peuple qui refuse le régime dans le silence. Un peuple qui condamne son président dans le silence. Un peuple qui crie haut et fort, la hogara, dans le silence. Un peuple qui s'entretue dans le silence. Un peuple qui chante dans le silence. Et un peuple qui boude dans le silence. Alors, excusez-moi, qui gère ce pays? Alors, si ce n'est pas l'élite, la décadence des élites en est la principale cause. Lorsqu'un simple citoyen observe quotidiennement politiciens, militaires se partager le pays comme un butin, comment voulez-vous qu'ils réagissent à faire comme eux? Alors, vu qu'on n'est pas le directeur du foncier, et ainsi de suite, il va tout d'abord aller directement à l'INSEJ, au faux dossier d'Adel, au crédit Fellah, aux arnaques, au vol, à la contrebande, au détournement, au trafic, à l'importation frauduleuse. Bref, il copie tout bêtement la rapacité de nos responsables irresponsables. Ce qui fait, ce qui me fait dire, le silence de nos élites me laisse dire à penser que l'inactivité ou l'inaction de notre élite, je pense que c'est un peu leur faute, parce que le silence a trop duré, l'indulgence aussi, le simplisme surtout. Nous avons imputé les problèmes de l'Algérie contemporaine à un régime vieillot, dépassé, érongé par le vice et la corruption. Ce n'est pas malheureusement la vérité absolue. Dans la vie, il n'y a jamais de vérité absolue. Il y a uniquement des mots qu'on passe sous silence pour ne pas blesser les sensibilités, piétiner notre ego, mettre en péril notre fierté ou pour protéger quelques intérêts. Restez avec nous, Jilani Gassari. Nous allons observer un court intermède et nous revenons pour passer notre dernière invitée, Manel, infirmière,
en France qui vient de rentrer d'Algérie après un voyage où elle nous dit avoir fait le tour de l'Algérie. Nous revenons donc dans un instant. Merci de rester avec nous. Salam alaikum Jadid, bonjour Azul. Donc nous allons accueillir Manel. Manel, merci d'être avec nous. Nous l'avons perdue. Nous allons la retrouver dans un petit instant et nous revenons à Zouaïmia Larbi. Si Zouaïmia, c'est Larbi. Oui, je vous entends. Alors, que pensez-vous donc de ce que viennent de dire nos autres invités? Franchement, je n'ai entendu aucune intervention parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, qu'est-ce que nous sommes. Je me rappelle de quelque chose juste après la guerre de l'Irak, la guerre enclenchée par les États-Unis contre Saddam Hussein. Il y a ce qu'on appelle l'affaire de Yes Jeff. Jeff, c'est un proxénète. Qu'on l'a fait entrer à la Maison Blanche en tant que journaliste. On l'a placé. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Je vous entends. Ok. Je vous ai dit que... On vous entend, c'est Larbi. Ok. Donc, je vous ai dit, Jeff était un proxénète qu'on a fait entrer à la Maison Blanche en tant que journaliste. On l'a placé juste dans la première rangée et c'est le porte-parole de la Maison Blanche, après des questions, a donné à Jeff de poser, c'est-à-dire c'était le tour de Jeff de poser sa question. On appelle ça Yes Jeff, ça veut dire, et puis ça a fait un grand problème aux États-Unis. C'est une affaire de déontologie, d'éthique, de vraiment... ça s'est jamais passé dans un État qui se réclame un État de droit et un État de démocratie. C'est la même situation presque qui se passe chez nous. C'est presque la même situation, mais dans les pays de droit, c'est cadré par les institutions parce qu'elle ne peut pas sortir du cadre. Donc, ce qui se passe chez nous, c'est que lorsque vous ramenez quelqu'un qui était décideur au sein d'une compagnie de téléphonie, décideur, c'est-à-dire il avait une part de responsabilité dans cette compagnie qui a causé un crime fiscal énorme à l'Algérie, qui est venu par, je ne sais pas comment qu'elle est venue en 99, sans répondre aux moindres critères, cette compagnie. Cette compagnie actuellement, qui a été cédée à une autre compagnie russe, et l'achat de cette compagnie aussi a eu une incidence financière énorme. Et cette même compagnie, les propriétaires de cette même compagnie sont en train d'attaquer l'Algérie pour réclamer 4,4 milliards de dollars devant un tribunal arbitral américain. Et on ramène quelqu'un qui était dans cette boîte-là et on le place en tant que ministre. Il vient chanter. La fois passée, j'ai entendu en parlant de cercle vertueux, je ne sais pas quoi. Il est devenu, je ne sais pas, Platon. Même Platon a dit dans sa République, il a dit ceux qui ne connaissent pas la géométrie n'entrent pas ici.
Espérons que je me suis fait bien comprendre. Oui, oui. C'est un exemple frappant parce que tout simplement, le monsieur s'est reconnu dans ce qu'on appelle les foyers normatifs de Bouteflika. Parce que Bouteflika aussi, il a le côté intellectuel. C'est un gars qui crée, qui recycle l'incompétence. Oui. Et il a une drôle de chimie. Lorsqu'il est venu, il a recyclé toute l'incompétence qui existait, bien sûr, avec deux titres, deux épithètes, Shekib Khalil et Attar, pour montrer quoi que il y a au sein de la caste aussi, il y a deux classes. C'est l'Arbi Zouaïmiya. C'est l'Arbi Zouaïmiya. I have two hearts in my chest. J'ai deux cœurs dans ma patrie. C'est l'Arbi Zouaïmiya. Il y a un principe intangible, universel en matière politique. Une médiocratie ne peut jamais générer du mérite. Si elle s'entoure de gens compétents, qualifiés, elle grippe, la machine s'arrête. Mais restez avec nous, nous allons recevoir Manel. Manel, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité. Merci. Alors Manel, je vous ai parlé au téléphone, oui. Vous ne tarissiez pas, vous étiez effaré, vous me parliez d'un retour, vous avez fait un voyage en Algérie, vous avez été partout en Algérie. Oui. Parlez-nous un peu de votre constat, de ce que vous avez vu dans ce pays dont vous m'avez dit que vous l'aimiez tant et tant. Que je l'aimais et que je l'aime et que je l'aimerai pour toujours. Si je me révolte pour ce qui se passe en Algérie, c'est parce que j'aime beaucoup mon pays. Donc j'ai un constat à faire sur l'État qui n'exerce plus aucun contrôle sur les institutions. Je parle d'une absence totale du service public. Aucune institution républicaine sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation. Parlez-nous de faits concrets, Manel. Manel. Beaucoup de choses, quoi. Manel, parlez-nous de faits concrets comme vous m'aviez parlé au téléphone, s'il vous plaît. Oui, j'ai été frappée premièrement par l'environnement. Toute l'Algérie est devenue crasseuse. Je parle de la saleté. Dans toutes les villes, j'ai fait d'est en ouest, du sud au nord. J'ai été frappée par... il y a beaucoup plus de saleté que les années précédentes. Alors, où sont les autorités locales? Où sont les maires? Où sont les walis? J'ai été aussi frappée par l'invasion des Maliens. Je ne suis pas contre, mais ce sont des réfugiés. Je ne sais pas si ce sont des réfugiés politiques ou climatiques. Ils sont partout. Ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas pris en charge. Ils sont lâchés dans la nature. Or, l'État n'arrive même pas à subvenir aux besoins de nos Algériens les plus pauvres. Ça m'a vraiment frappé. Je parle aussi du secteur privé qui est à la chasse du secteur public concernant le transport. C'est un fait que j'ai vu à Alger. Donc la RSTA qui est chassée par le transport public. Par le transport privé, oui. Vous voulez dire? Comment? Par le transport privé, vous voulez dire? Oui, ils sont chassés par le transport privé. Oui. Ils guettent les transports de la RSTA, ils les dévancent et puis ils font un scandale en plein autoroute, sur les ponts, sur n'importe quel passage. Et puis ils dévancent la RSTA pour ramasser les passagers et avec un tarif plus cher que la RSTA. Aussi, j'ai vu dans le sud le transport privé qui ramasse les passagers du centre-ville. Et puis, ils les ramassent dans des taxis, ils sont de mèche avec les taxieurs. Et puis, comment dirais-je, les taxieurs raccompagnent les passagers en dehors de la ville. Et pourquoi
pourquoi les bus privés font ça pour ne pas stationner dans les stations de la gare routière pour ne pas s'acquitter des droits de stationnement. Donc c'est une corruption, c'est une fraude. Vous m'aviez dit que vous aviez eu le sentiment que les gens avaient peur. Oui, ils avaient peur. Parce que quand moi j'ai dit pourquoi on n'a pas été ramassé à la gare routière, personne n'a parlé, personne n'a osé dire quoi que ce soit. J'étais la personne à intervenir. Et puis le receveur m'avait dit j'ai dit oui bien sûr, je parle en mon nom et au nom du peuple. Oui, les gens ont peur, Monsieur Benchenouf, les gens ont peur. Les gens ont peur d'une autre décennie. Oui, oui. Les gens ont vraiment peur. Et je crois que c'est ça qui a pu aider le pouvoir actuel en utilisant ce slogan de sécurité. Ou vous nous acceptez, ou vous acceptez une deuxième décennie. C'est le message qui a été transmis au peuple. Ils ont peur, oui, ils ont peur. Ils ont peur et en même temps, j'ai trouvé un peuple anesthésié, j'ai trouvé une jeunesse dégoûtée, anéantie, agressive, qui ne cherche qu'à s'enfuir par le biais de la Harga. De Haraga, voilà. Donc voilà ce que j'ai constaté. Au niveau du secteur sanitaire, c'est le chaos aussi. Donc celui qui tombe malade, il crève parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a rien du tout. Les hôpitaux sont très sales, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de moyens. Les médecins aussi sont dégoûtés, ils ne cherchent qu'à quitter le pays pour aller ailleurs. Ils ont raison parce qu'ils n'ont pas fait des études supérieures pour voir des malades crever entre leurs mains. J'ai constaté aussi au niveau urbanisme des constructions anarchiques partout. Partout. Dehwan. Et puis à l'étage, 2 ou 3 étages du cubisme, qui n'ont aucun style, aucune norme. Ils construisent sans réglementation. Il est où l'État? Oui. Zineb Azzouz. Zineb, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous écoute. Oui, vous avez entendu Manel ce qu'elle disait un peu à propos de cette débâcle générale? J'ai entendu, et malheureusement, je ne peux le qualifier, c'est l'absence totale de l'État, comme le dit certains gendarmes partout, État nulle part. Et c'est exactement ça, la dictature que nous subissons. Nous ne subissons pas une dictature à la coréenne ou à la Pinochet, où il y a une institution militaire organisée qui est là dans le cadre d'un projet aussi sauvage qu'il puisse être, du style nous devons stopper le communisme, nous devons stopper le socialisme, et c'est dans ce cadre-là que nous nous emparons du pouvoir par un coup d'État, mais en même temps, il y a quand même des institutions qui fonctionnent sous cette casquette. Nous en sommes presque à envier de telles dictatures. Nous, c'est autre chose. C'est carrément du rap, c'est une mafia. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont accaparé du pouvoir il y a plus de 50 ans, qui maintenant se délectent de tout ce qui est gestion du quotidien du citoyen. Le citoyen, s'il bouge, il y a la justice. Avant, il y avait la justice parallèle, maintenant, il y a la justice au grand jour. Je me permets de rappeler le cas de Will Gadda, qui, pour avoir diffusé une photo d'homme habillé en uniforme, se retrouve avec 2 ans de prison. Non, ce n'est pas des hommes habillés en uniforme, c'est des policiers, cela a été prouvé. C'est pas lui qui a filmé, c'est une caméra de sécurité. Lui, il l'a diffusé probablement. Il s'est avéré que ce sont des policiers. Voilà, pour rester à la limite rigoureuse en civil. Ce sont déjà des voleurs habillés en policiers qui se débrouillent maintenant à eux de faire l'enquête en théorie. Pour revenir à ce que disait Manuel et au cadre théorique dans lequel nous évoluons, il faut que le peuple comprenne que ce n'est pas en changeant de président, ni en allant jouer dans la cour du pouvoir via des élections, ni en allant frapper aux portes des militaires pour les supplier d'intervenir auprès de qui, auprès de quoi, on ne sait pas. Le peuple doit se prendre en charge, il doit prendre conscience qu'il est livré à lui-même, que ces gens-là et toute leur chachia, tout leur harem, et je mesure mes mots, ils ne sont là pour entretenir la machine.
une opposition agréée qui s'exprime, c'est pour dire au pouvoir, attention, tu vas craquer, on est là pour te soutenir. Ce n'est pas pour dire au peuple, on est là pour que vous preniez conscience et pour vous en sortir en dehors de cette verticale satanique, j'allais dire. Le peuple doit prendre conscience, toutes souches confondues, que s'il ne se prend pas en charge, il est perdu. Ils vont nous livrer à la mafia, pour reprendre un peu à la mafia du parkinger, voilà, nouveau terme qui est apparu. Ils vont nous léguer à la mafia de Big Pharma, qui va nous fourguer n'importe quoi à n'importe quel prix. Ils vont nous fourguer à la mafia de la construction. Ils vont nous fourguer à la mafia qui va s'occuper d'éduquer nos enfants via des écoles privées pour arriver à des prix incroyables. Ils vont nous fourguer aux chauffeurs qui tuent et en toute impunité. Ils vont nous fourguer à toutes sortes de fléaux tout en rigolant. Parce que le peuple va se retrouver à être supplié de policiers, de gendarmes pour qu'ils viennent le protéger et qu'il ne viendra pas le protéger parce qu'il ne peut pas le protéger. Merci Zineb. Merci Zineb. Il nous reste environ 5 minutes. Nous allons donc les donner à nos 2 derniers invités. Donc, Sofiane Benagila, si vous pouviez nous exprimer en 2 minutes votre constat, un constat le plus ramassé possible sur cette situation. Qu'est-ce que vous nous diriez? Vous savez qu'on importe, l'Algérie d'aujourd'hui ne nourrit pas l'Algérie de 1962. Ça, il faut le savoir. D'accord? Et on importe ce qu'on a importé en blé, en alimentation en 99, on a importé le blé. Vous avez vu en 2014. Il y a un problème avec votre téléphone, j'ai l'impression. Donc, voilà, c'est mieux. Dit, l'Algérie actuelle ne nourrit pas l'Algérie de 1962. Ça, c'est un fait. On ne peut pas actuellement pas nourrir l'Algérie, même pas de 1962. En 99, notre importation alimentaire, notre facture alimentaire était de X. Actuellement, en 2013, rien que la facture de blé, elle fait le double de la facture alimentaire de 99. On est passé importateur de carburant, on importe l'équivalent du PIB de la Mauritanie en plus de 3 milliards de dollars en carburant. Ça, c'est des données qu'on ne peut pas y échapper. Il y a une demande interne qui n'arrête pas d'augmenter, le peuple est déprimé, les intellectuels n'ont pas d'emprise sur la société, mais c'est sûr qu'on va atteindre le point de rupture. Sofiane Benagila, normalement la question, j'aurais dû la poser à Zineb Azouz, mais je vous la pose. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette absence, j'allais dire spectaculaire, de l'université algérienne? Elle est tellement absente que ça en devient franchement quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'elle n'est pas là du tout, mais pas de la plus petite manière, si ce n'est celle des réunions où il y a de la claque, où on reçoit le ministre, on reçoit le président, et après on passe à la bouffe des gâteaux et limonades. Mais sinon, qu'est-ce qui explique selon vous cette absence totale de l'université algérienne? Il y a une chose d'abord, quand vous dites université, c'est quoi une université? Si on voit le classement des universités, on se rend compte qu'on n'a pas réellement d'université en Algérie. Et qui dit intellectuel, même si l'intellectuel a le droit d'accompagner les soubresauts de la société et tout, mais tous les intellectuels, premièrement, tous ceux qui ont fait des études en Algérie ne sont pas des intellectuels. Et tous les intellectuels ne sont pas des élites. Forcément. Enfin, tous ceux qui ont fait des études n'ont pas fait des études. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre intellectuel. On ne confond pas, rassurez-vous, on ne confond pas. Voilà. Donc, on a plus de diplômés que d'intellectuels, en fait. Et le peu d'intellectuels qu'il y a, ou des réels intellectuels, il n'y a pas d'assises dans la société, aucune assise sociétale. Ils sont complètement déconnectés. Et c'est un peu, les sociologues auraient dit, on vivrait un état agentique, c'est-à-dire un coma politique, ou un peu ce qui s'est passé, on le compare un peu à ce qui s'est passé à l'époque de l'Allemagne,
quand il y avait Hitler qui montait, on sentait le mal venir, mais personne n'arrivait à bouger. Ce que ça se passe clairement. Et est-ce que ça serait le cas? C'est vrai que les gens actuellement ont peur, mais de toute façon, le mal actuellement est fait par une minorité, qui est permis par une majorité silencieuse. Oui. Mais c'est la majorité silencieuse qui va payer. Actuellement, le pouvoir, il ne s'occupe que de transférer des fonds. C'est ce qu'il fait depuis 62. Notre facture alimentaire, nous, fait qu'en France, un hectare sur 5 est destiné à l'Algérie. Nous, on enrichit les céréaliers français. C'est ça le problème. Tout l'argent. Vous êtes ingénieur agronome, Soufiane Ben Agila. D'après vous, l'état de notre agriculture, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est... Je vous ai dit, l'état de actuellement, notre agriculture ne peut pas nourrir l'Algérie de 1962. Oui, voilà. C'est clair. Donc, elle nourrirait même pas le quart de la population. C'est-à-dire si du jour au lendemain, il y a un revirement, vous bloquez les ports, ça sera directement, on se retrouve directement à la famine, quoi. Et dire qu'on va revenir à l'agriculture et produire et tout, vous savez, il suffit pas de prendre un outil dans la main, la semence, et dire ça va pousser. C'est pas aussi simple que ça. C'est tout un défi. Et on a les contraintes liées à notre pays, climatique, Et il n'y a pas de réflexion là-dessus. Aucune réflexion. Il n'y a aucun programme de développement cohérent qui tient, rien. On n'a même pas augmenté nos rendements de 1762 à l'hectare, les rendements moyens des grandes cultures. C'est les mêmes. Et comme cette année, ça va être encore inférieur. Merci, Soufiane Ben Agila. Merci. Nous allons donc réserver le mot de la fin à Jilani Gassari. Jilani, selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver à notre pays? Si nous ne faisons rien, si nous restons comme nous sommes maintenant, à bâiller aux corneilles. Eh bien, mon ami, si Jamal, tant que le système politique n'aura pas radicalement changé, il y aurait très peu de chances, hélas, de voir notre pays prendre le bon virage. La croissance est évanescente et l'inflation enfle. Elle dépasse les 2 chiffres. Ça, c'est des sources mondiaux, c'est pas les statistiques algériennes. Avec la chute probable du prix des hydrocarbures et les difficultés financières que rencontrera l'État pour soutenir les prix et subventionner les producteurs et les importateurs, le fonds de régulation des recettes budgétaires n'y suffira pas pour faire face à la dépression. Alors bonjour les dégâts et bonjour les révoltes. Ouais. Ce gouvernement doit se ressaisir, mais n'empêche que l'élite algérienne doit faire entendre sa voix. Mais Jilani, le problème, oui, c'est demain. Vous savez que ce régime est très malin et très rusé. Il n'est pas intelligent, oui, il est rusé. C'est la ruse animale, la ruse du renard qui vient voler des poules. Si demain, il a fait en sorte qu'il y ait un désert politique, qu'il n'y ait aucune force honnête, intègre, tournée vers l'avenir qui puisse demain être un pôle autour de laquelle les contestataires politiques pourraient se rallier pour demander à ce que l'Algérie change de cap et retrouve sa souveraineté. Si demain ça explose, ça va être l'horreur. Tous les partis politiques, tous, sans exception, sont acquis au régime, ils sont au râtelier, à la mangeoire, et il n'y a rien. Et si demain les gens sortent dans la rue, ça va être la pagaille, ça va être l'anarchie. Alors, donc on n'a plus le choix. Ou on continue de subir ce que nous subissons en attendant la mort certaine du pays, ou alors les gens contestent, et c'est le vide, il n'y a pas de parti, à part quelques partis honnêtes que je me dois de signaler, parce que je ne dois pas être injuste, comme ceux de la CLTD et d'autres, qui essayent d'activer, mais qui n'arrivent pas à trouver le chemin du peuple, le chemin du cœur du peuple. Il n'y a pas de force qui pourrait demain sortir dans la rue et rassembler seulement 10 000 personnes. Alors, selon vous, comment ça va exploser? Comment cette contestation va s'exprimer? Sincèrement et honnêtement, on n'a pas une classe politique qui peut réunir 10 000 personnes et sortir dans la rue pour faire abdiquer
ce gouvernement. Il n'y en a pas. Ça, je ne le conteste pas. Mais ce que j'en suis sûr en tant que citoyen, c'est que la population, le peuple, le magor, comme on dit, le laissé pour compte, ses fils, les jeunes de ces gens-là, sortiront dans la rue et feront ce qu'ils feront de ce pays parce que les gouvernants n'ont pas su prendre les choses en main et cette sortie de ces jeunes-là, comme la fameuse sortie à l'huile et le pain, ils feront déborder les choses et les gouvernants de ce pays ne pourront pas maîtriser la chose. Ce sera très grave. Espérons que nous n'en arriverons pas là. Espérons que les Algériens se ressaisissent, qu'ils comprennent que c'est leur pays, que c'est l'héritage de leurs ancêtres, que ce pays est le leur, ce n'est la propriété de personne et c'est le bien de tous, qu'ils n'ont pas le droit de laisser ce pays être détruit, être ravagé, et qu'ils sauront exprimer une contestation civilisée et responsable, calme et digne, où pas une goutte de sang ne coulera. Je remercie tous mes invités. Merci à vous tous, mes chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, de nous être fidèles. J'espère vous retrouver bientôt. Salam alaikum, Azul, merci et au revoir.